Voilà. Alors, je fais des choix et je me sens bien. Hein. Il y a quand même cette suite qui est intéressante. C'est pas juste je fais des choix, c'est je fais des choix et je me sens bien. Donc, on va voir comment on peut faire pour faire des choix et se sentir bien avec. C'est quand même un peu ça le sujet, bien sûr. Donc, dans la prise de décision, là, aujourd'hui, le focus, on va le faire sur la prise de décision. Donc, vous voyez bien que j'ai inversé puisqu'on a parlé hier de la gestion du stress et aujourd'hui de la prise de décision. Il y a 3 compétences, donc la résolution de problèmes, le sens de la réalité et le contrôle des impulsions. Donc, on va parler de ces 3 compétences aujourd'hui et bien plus encore, puisque vous savez maintenant qu'à chaque fois, je vous présente les connexions qu'il y a entre les compétences et donc, on va voir sur quoi ça nous amène. Donc, je vous ai mis à l'écran cette phrase, l'indécision est une décision. Alors, c'est important quand même de partir de ce point de départ, me semble-t-il, parce que ça ouvre, en tout cas, selon moi, en tout cas, une réflexion de se dire, si je ne fais pas de choix, en fait, je fais le choix, peut-être inconscient, hein, bien sûr, de ne pas faire de choix. Et donc, la question qu'on peut commencer à se poser là, c'est, et si je faisais le choix de faire un choix, quel serait ce choix ? Donc, c'est une première réflexion qui peut être intéressante. Et puis, très souvent, ce qui se passe quand je ne fais pas de choix, donc quand je ne prends pas de décision, je m'attends peut-être inconsciemment à ce que quelqu'un d'autre prenne la décision et fasse le choix pour moi. Alors, quel est l'intérêt de faire ça ? Évidemment, c'est de ne pas avoir à assumer la décision, hein, quelle qu'elle soit. Si ce n'est pas moi qui prends la décision et du coup quelqu'un d'autre la prend, bah, du coup la personne prend la responsabilité de la décision. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce cas de figure, c'est que si quelqu'un d'autre prend la décision et fait le choix à ma place, ça veut dire que j'aurai certainement à subir les conséquences de cette décision. Donc, je n'ai pas à assumer la responsabilité, mais par contre, j'ai à subir les conséquences de la décision. Et peut-être que ces conséquences, ou en tout cas ce qui en ressort, ne va pas finalement vraiment me convenir. Et je peux du coup me sentir plutôt mal par rapport à cette décision. Donc ce que je voulais vous dire par là, c'est que on peut décider de ne pas décider pour ne pas avoir la responsabilité de la décision, mais en même temps subir les conséquences de la décision. Donc tout ça, c'est évidemment des réflexions intéressantes à se poser lorsque on se retrouve face à un choix, à une décision, et à se demander si moi je faisais un choix, si je prenais la décision, quelle serait cette décision ? Et du coup, en effet, derrière, ça veut dire aussi assumer en effet cette décision, la responsabilité de la décision. Donc ça, c'est vraiment une première entrée. Et il y a une deuxième porte d'entrée aussi dans le fait de ne pas prendre de décision, c'est le fait de renoncer. Parce que si je fais un choix, si je choisis quelque chose, si je prends cette décision, ça veut dire que je renonce à toutes les autres possibilités. Et donc, très souvent, dans le processus d'indécision, il y a cette peur de renoncer aux autres, ou de cette peur de se tromper, ou de cette peur de prendre évidemment la mauvaise décision. Et donc, ça, on en revient en fait au même dans l'idée d'assumer, dans l'idée de je fais ce choix en toute conscience, et on va revenir là-dessus, avec les émotions, puisque c'est elles qui impactent la pensée. Et à partir de là, en effet, j'agis dans le sens où je fais un choix et j'assume ce choix. Évidemment, on va regarder tout ce qui se passe autour de cette histoire, de toutes ces histoires que je viens de vous raconter. Alors, donc comme je vous disais, la prise de décision est composée de la résolution de problèmes, du sens de la réalité et du contrôle des impulsions. Donc ça, c'est les 3 compétences qui sont dans la dimension prise de décision.
Donc ça, c'est intéressant parce que vous avez tous normalement reçu l'auto-évaluation qui vous sert à identifier quelles sont vos compétences fortes et celles qui sont moins fortes. Encore une fois, je le répète, nous avons tous des compétences fortes et tous des compétences moins fortes. Et donc l'idée déjà, si vous voulez développer la prise de décision, ça peut être aussi intéressant d'identifier quelle est la compétence que vous gagneriez à développer plus précisément pour développer cette prise de décision. On va mettre d'abord le focus sur la résolution de problèmes. Donc la résolution de problèmes, comme son nom l'indique, c'est la capacité à résoudre un problème, donc à trouver des solutions à un problème et à les mettre en place, les mettre en œuvre. Donc il y a vraiment une idée d'action dans la résolution de problèmes. Donc ça veut dire quand même d'abord identifier le problème. Et si je dis ça, c'est que ça a du sens. Ça veut dire que ce n'est pas toujours évident de bien identifier le problème. C'est-à-dire quel est le problème ou, si on le formule autrement, quel est l'objectif? Parce que si j'identifie un problème, ça sous-entend j'ai envie d'accéder à une solution, à un objectif. Donc on peut aussi tourner la phrase en disant être orienté solution, sous-entendu trouver des solutions. Mais donc, pour trouver une solution, la première étape, c'est bien identifier le problème. Donc, de temps en temps, on se retrouve dans une situation où on doute, on ne sait pas quoi faire, on se dit il faudrait que je prenne une décision et ça vaut le coup de se poser la question, quel est réellement le problème? Quel est réellement l'objectif, là où je voudrais aller? Qu'est-ce que je voudrais finalement régler? Et justement, pour ça, il y a une compétence qui est très utile, qui est le sens... Oh, pardon, excusez-moi, je voulais regarder le message qui est arrivé et j'ai tout fermé. Ouh, je sais n'importe quoi. Donc, je regarderai les messages après parce que je n'arrive pas à faire les deux en même temps. Donc, une première compétence qui est très importante pour la résolution de problèmes, c'est le sens de la réalité. Si vous vous souvenez, le sens de la réalité, c'est la capacité à voir les choses de façon objective. Donc évidemment, plus on va avoir cette capacité à voir les choses de façon objective, plus on va pouvoir bien identifier le sujet, le problème, l'histoire, la situation, voilà, de façon très objective et pouvoir faire un état des lieux très concret de la situation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est aussi très intéressante et importante et même indispensable, c'est la conscience de soi émotionnelle. C'est-à-dire comment moi je me sens par rapport à ces situations, par rapport à ce problème, par rapport à cet objectif. Quelle est ma réalité à moi finalement? Il y a la réalité objective de la situation, sens de la réalité, et quelle est ma réalité à moi par rapport à cette situation. Donc, on peut peut-être être dans une situation objective qui n'est pas finalement si problématique que ça, en termes de faits, je parle, et pour autant se sentir vraiment pas bien ou mal à l'aise ou même très triste par rapport à une situation. Et dans ces cas-là, ça vaut le coup de se poser la question de tiens, pourquoi je me sens comme ça par rapport à cette situation? Et là, on en revient à ce que je vous dis depuis le début, c'est que les informations émotionnelles ont autant d'importance et sont des informations très importantes pour bien évaluer la situation. Et les mettre de côté, ça on en a parlé sur le premier, sur je ressens donc je suis, mettre de côté ces informations-là, ça ne règle pas le problème. Ce n'est pas pour le coup une résolution de problème, c'est juste mettre un couvercle sur les émotions et puis se dire peut-être oh mais ça va passer ou finalement c'est pas si important que ça. Sauf que les émotions, comme vous le savez maintenant, ont beaucoup de pouvoir puisqu'elles agissent sur la pensée, elles peuvent même transformer la réalité parce que si je suis
vraiment, si je me sens vraiment pas bien par rapport à une situation, je vais du coup tout voir, tous les éléments de la situation, je vais les lire par le filtre de cette émotion négative. Donc, transformer la réalité dans le sens, je vais lire la réalité en fonction de cette émotion. Donc, cette émotion, elle est très importante, elle est là, elle existe, et en effet, allons la voir pour voir ce qu'elle nous dit sur la situation. Ensuite, la deuxième compétence qui est évidemment très intéressante pour développer sa résolution de problème, c'est la flexibilité, puisque on l'a vu hier, la flexibilité, c'est une compétence très importante et d'autant plus dans la situation actuelle, puisque c'est la capacité à s'adapter au changement, à l'inconnu, à la nouveauté, et c'est aussi la capacité à trouver des nouvelles solutions. C'est la capacité à réfléchir à différentes options. Donc, évidemment, dans le processus de résolution de problèmes, plus je vais avoir de flexibilité, plus je vais avoir de capacité à identifier différentes solutions. Si vous regardez, par exemple, l'image qui est à l'écran, vous voyez bien que la flexibilité pourrait aider ce chat, par exemple. Donc, la flexibilité est très importante dans la résolution de problèmes, mais ça ne suffit pas. Parce que si j'ai une flexibilité très forte, et donc j'ai cette capacité à identifier tout un tas de solutions, c'est très bien. Maintenant, si je n'ai pas à côté de ça, justement, la résolution de problèmes en plus, ça veut dire que je risque de rester dans cette réflexion de tout un tas de solutions, et puis peut-être que même je vais réfléchir à différentes options, mais je vais avoir beaucoup de difficultés, et on en revient à faire un choix, à choisir une option et à y aller, à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai bien réfléchi, j'ai bien vu la situation de façon objective, j'ai bien identifié comment je me sentais par rapport à ça, et aussi peut-être, je ne l'ai pas mis là, mais si en tout cas ça implique d'autres personnes, comment les autres se sentent et quel est l'impact de cette décision sur les autres aussi, quand même. À partir du moment où j'ai bien analysé tout ça, j'ai aussi réfléchi à toutes les options possibles. Eh bien, à un moment, la résolution de problème, c'est la capacité à choisir. Je fais un choix. Alors, c'est peut-être pas le choix parfait, mais ça veut. On peut même se dire que qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs le choix parfait? Mais en tout cas, c'est le choix que je fais à un moment, par rapport à la situation, par rapport à l'émotion que je ressens. Et derrière, c'est donc beaucoup plus simple de l'assumer, d'aller jusqu'au bout et finalement de se sentir bien, pour en revenir au sujet, non pas forcément par rapport aux résultats obtenus, mais par rapport au fait d'être en action et d'agir et de ne pas être passif, c'est-à-dire d'attendre que quelqu'un prenne la décision à ma place. Donc il y a se sentir bien, c'est aussi se sentir bien par rapport à la décision que je prends et pas forcément avec le résultat obtenu. Ça, c'est important, c'est vraiment important de bien l'intégrer. Donc, je vais mettre aussi, à nouveau, le focus sur le sens de la réalité, puisque c'est, je vous l'ai dit, une compétence très importante. Comme vous le voyez à l'écran sur l'image, cette personne a un problème, c'est-à-dire qu'il doit déménager son armoire, et sa résolution de problème, vous voyez bien, est un choix. Il a fait un choix, mais a priori qui il ne semble pas en tout cas être très efficace. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être vu les choses de façon un peu trop optimiste, puisque objectivement, il semblerait que cet armoire ne rentre pas dans la voiture. Et donc ça, alors là, c'est illustré par cette image plutôt marrante, mais vous pouvez réfléchir, peut-être que ça vous est arrivé de faire des choix qui n'étaient pas toujours très objectifs, ou en d'autres termes, qui n'étaient pas atteignables. Et ça, c'est très important parce que je vous parlais juste avant du résultat.
évidemment, quand on fait un choix, quand on prend une décision parce qu'on souhaite obtenir un résultat. Et donc, plus l'analyse sera objective, plus l'objectif sera atteignable, et donc il y aura plus de chances qu'en effet le choix que je fais fonctionne, réussisse. Donc, le sens de la réalité est évidemment compétence très très importante dans la prise de décision. Et enfin, la troisième compétence, c'est le contrôle des impulsions. Alors, le contrôle des impulsions, on peut se demander comme ça au premier abord pour comment ça se fait qu'il est dans la prise de décision. Je vous ai parlé hier dans le webinaire sur Je garde le cap dans la tempête, donc sur la gestion du stress. Je vous ai parlé des réactions animales par rapport au danger, à une émotion primaire de peur, hein, en l'occurrence, qui va nous faire réagir de façon neurologique, instinctive, hein, et qui est vraiment sur le domaine de la survie. Donc, danger égale survie, donc émotion, peur égale décision immédiate. Et je vous rappelle que les trois comportements comme ça, instinctifs, automatiques, c'est la fuite, la paralysie ou le combat. C'est les trois réactions automatiques comme ça qui vont se mettre en place par rapport à une émotion. Et tout ça, c'est très rapide, ça se fait en moins d'une seconde. Je vous enverrai un article passionnant sur les émotions dans la prise de décision à la fin de ce webinaire, et vous verrez tout ça c'est très bien expliqué dans cet article. Donc ça, c'est les réactions automatiques, d'où la notion d'impulsion. L'impulsion fait qu'on va avoir cette réaction automatique. Maintenant, si nous ne sommes pas en danger de mort, donc sous-entendu dans cette situation de survie, ce qui a priori est quand même souvent le cas, hein, donc ce qui est intéressant aussi, c'est de réaliser qu'on va réagir souvent de cette manière-là par rapport à une situation qui n'est peut-être pas, si on prend un peu de hauteur par rapport à la situation, qui n'est peut-être pas en effet une situation où je suis en danger de mort, puisque la réaction animale automatique, c'est vraiment face à un danger qui va réveiller cette impulsion-là. Donc, d'où le sens de la réalité dont je parlais juste avant, de l'optimisme dont on a parlé hier, de la perception de soi, enfin, tout ça pour finalement prendre de la hauteur et voir la situation de façon peut-être plus objective. Et donc, de ne pas réagir de façon impulsive et donc de ne pas avoir finalement une réaction et donc une décision impulsive. Et donc, c'est ça le contrôle des impulsions. En fait, c'est la capacité à réfléchir. C'est la capacité à réfléchir à la situation, à réfléchir à ce que je peux faire, à ce que je peux dire, à se poser, à peut-être souffler. Par exemple, l'exemple que je donne toujours là, c'est voilà, je reçois un mail, tout de suite je me sens agressée, je ressens beaucoup de colère, par exemple, et donc j'écris une réponse tout de suite. Ça vaut le coup, par exemple. Donc ça, j'écris une réponse tout de suite, ça va être l'impulsion, une impulsion qui me pousse à vouloir écrire, à vouloir répondre, à vouloir, en fait, là on est dans le fight, en fait, hein, dans le combat. Et ce que je propose toujours là dans les coachings pour les gens qui ont plutôt tendance à faire ça, c'est de toujours attendre le lendemain, donc d'écrire le mail, de l'écrire, mais de ne pas l'envoyer, en fait, et de se stopper là et de relire le mail le lendemain et de l'envoyer le lendemain. Et très souvent, toujours, il y a des petites modifications quand même dans le mail. Parce qu'on se rend compte que voilà, c'était peut-être pas nécessaire d'écrire ces choses-là, ou c'était peut-être inapproprié, ou peut-être que finalement le mail que j'ai reçu n'était pas si négatif. Enfin, tout simplement, en fait, on a pris de la distance, on a pris de la hauteur par rapport à la situation.
Et encore une fois, ça ne veut pas dire ne pas envoyer le mail, ça veut pas dire ne pas dire ce qu'on a à dire si on a quelque chose à dire, mais peut-être le dire d'une autre façon, en tout cas de façon moins impulsive, plus réfléchie. En fait. Et plus réfléchie par rapport avant tout non, d'ailleurs, par rapport à moi, c'est-à-dire comment moi je me sens par rapport à ça, et puis aussi par rapport à l'autre, c'est-à-dire comment l'autre va recevoir, va vivre ce que je vais lui envoyer ou lui dire ou lui faire. Donc il y a toujours, mais ça on en a parlé dans l'empathie, c'est toujours ma réalité, c'est que je suis agressée, donc même ma réalité, ma pensée, ça peut être que vraiment c'est une personne horrible parce qu'elle me fait ça et donc elle mérite ma réponse et elle mérite de souffrir aussi. Bon, ok. Et puis peut-être que finalement, si je prends de la distance par rapport à ça, je peux me dire que voilà, dans cette période de confinement, la personne a peut-être elle-même beaucoup de difficultés à gérer et elle n'a pas, elle, contrôlé ses impulsions et est-ce vraiment nécessaire de faire la même chose, hein, par exemple. Donc, une personne qui a un contrôle des impulsions très fort va avoir cette capacité à réfléchir, à attendre. Et les personnes qui ont un contrôle des impulsions plutôt bas vont être beaucoup plus rapides, vont voilà, à vouloir souvent dire les choses, vont souvent dire mais moi je suis quelqu'un de très honnête. Donc, et le tout, depuis que je vous présente ces dimensions, j'espère que maintenant c'est plus clair. L'idée, c'est toujours de trouver un équilibre. Hein. Encore une fois, l'idée n'est pas de ne pas dire ce qu'on a à dire, puisque là, ce serait ensuite, ça pourrait générer des nouveaux problèmes, mais de le dire de façon peut-être plus recevable et surtout pour se sentir mieux par rapport à ça, par rapport au choix, par rapport à la décision que je prends. L'idée, c'est vraiment de se sentir mieux et d'être en harmonie finalement et aligné avec les décisions qu'on prend. Et donc, n'oubliez pas, si vous pouvez retenir une chose, c'est émotion. Alors, je rajoute pensée, émotion, pensée, décision, action. C'est dans cet ordre-là que ça se passe. Et plus vous serez conscient du process, de la situation, de ce qui se passe au niveau émotionnel et donc pensée, plus vous aurez finalement où vous sentirez aligné et où ce que vous ferez aura du sens et avant tout pour vous. Alors, je vous propose, comme toujours, comme quelquefois en tout cas, une activité pour développer votre résolution de problème. Donc, ce que je vous propose, donc ça, je vous l'enverrai, hein, c'est pas pour le faire tout de suite, mais je vous propose d'identifier, alors plutôt que de dire un problème, moi, je vous propose d'identifier plutôt un objectif, c'est-à-dire quelque chose que vous aimeriez, sur lequel vous aimeriez agir, sur quelque chose que vous aimeriez voir changer. Une situation, dans une relation ou même des choix pour vous ou par rapport à la situation actuelle du confinement, c'est peut-être aussi un bon moment pour prendre des décisions. Hein. C'est pas du tout, en tout cas, la prise de décision n'est pas à l'arrêt. Hein. Au contraire, peut-être que c'est en effet, on l'a vu hier, le moment de faire preuve de flexibilité, puisqu'il faut s'adapter à la situation et prendre en considération cette réalité, hein, parce que c'est une réalité. Donc, ne pas oublier surtout le sens de la réalité. Mais par rapport à cette situation, par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez, identifier un objectif, quelque chose que vous aimeriez voir changer. Qu'est-ce que vous voulez, en fait? Qu'est-ce que vous voudriez? Ensuite, il y a quelque chose qui est très important, on en a parlé dans le premier webinaire, c'est le sens que ça a pour vous. C'est-à-dire pourquoi vous voulez ça, cette chose que vous venez d'identifier. Hein, pour quelle bonne raison, en fait, voulez-vous atteindre cet objectif? Pour quelle bonne raison voulez-vous trouver des solutions à ce problème?
Pourquoi, en fait, hein, le sens. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous y gagnez? S'il y a d'autres personnes qui sont concernées par cet objectif, par cette décision, quels sont aussi les avantages pour eux, hein? Qu'est-ce que les autres, l'autre ou les autres, ont à y gagner? Alors évidemment, c'est important de se poser cette question aussi, parce que si je prends une décision qui m'apporte, qui a des avantages uniquement pour moi, bah, je vais prendre une décision qui apporte des avantages uniquement pour moi. Donc, c'est d'avoir conscience de ça et peut-être que ça vaut le coup de réfléchir aussi aux avantages de l'autre et ça peut aussi permettre peut-être de redéfinir un peu l'objectif et puis de modifier peut-être un peu l'objectif pour que les autres se sentent aussi bien par rapport à cette décision. Et pourquoi pas aussi prendre une décision ensemble, hein. D'ailleurs, ça, on en a parlé quand on a fait l'empathie, hein, le bâton de parole, où je vous expliquais que l'idée que tout le monde s'exprime et que tout le monde exprime sa réalité, c'était donc les Amérindiens qui ont imaginé et créé le bâton de parole, c'était vraiment dans une idée de résolution de problème, de prise de décision. C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde s'est exprimé, a exprimé son point de vue, sa réalité sur la décision, à la fin, l'idée est de prendre une décision alors, la plus efficace possible. Hein, parce que si je dis prendre une décision qui convienne à tout le monde, c'est impossible. Mais l'idée, c'est de prendre une décision la plus efficace. Efficace pourquoi? Pour le résultat, mais aussi pour le bien-être. S'il y a une seule personne du groupe qui se sent bien avec cette décision, ben, qu'est-ce qui va se passer avec les 9 autres? Comment ils vont se sentir dans cette décision? Est-ce qu'ils vont être motivés? Est-ce qu'ils vont s'impliquer? Donc l'idée, c'est vraiment, lorsque, en tout cas, ça implique d'autres personnes, de récolter les réalités de chacun et peut-être même les idées de chacun pour ensuite co-construire une solution. Et je ne dis pas faire des compromis, je dis co-construire, c'est-à-dire de fabriquer ensemble une solution, enfin de prendre ensemble une décision qui va sembler la plus efficace par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à l'objectif, c'est-à-dire le résultat qui est quand même attendu. Donc ensuite, donc l'étape d'après, je vous propose vraiment là de faire appel au sens de la réalité, c'est-à-dire de regarder par rapport à cet objectif, par rapport aux résultats et par rapport aux autres, hein, ça c'était les 3 premiers points, d'identifier de façon très objective, de façon très objective, la situation, hein, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc vraiment lister les critères, les faits, quoi, ce qui est observable. Et peut-être que, encore une fois, en faisant ça, vous allez peut-être redéfinir un peu l'objectif. Hein, n'oublions pas l'histoire de l'armoire tout à l'heure. L'idée, c'est d'arriver à des solutions réalisables, atteignables. Donc, en définissant tous les critères objectifs, on peut aussi se rendre compte que finalement l'objectif n'est peut-être pas atteignable et peut-être que du coup ça va permettre de redéfinir l'objectif, c'est-à-dire de redéfinir quel est le problème, peut-être. Et ensuite, quelles sont mes options? Donc, de façon là aussi très objective, là on est sur la flexibilité, hein, donc de lister toutes les solutions possibles pour atteindre cet objectif, pour résoudre ce problème, pour cette décision. Quelles sont toutes les options? Et alors là, allez-y, lâchez-vous, vous pouvez tout noter, même ce qui est le plus fou, hein, vous notez tout, vous lâchez vraiment de laisser couler tout ce qui arrive. Parce que là, on n'est pas encore sur l'étape de je fais un choix. Hein, on n'en est pas encore là. On est sur l'étape de je réfléchis à toutes les options. Et il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent là. Encore une fois, je vous le disais, soit parce que même inconsciemment, ils espèrent que quelqu'un va prendre la décision pour eux, soit parce que si j'ai tellement de choix, pourquoi j'en ferai un? Parce que si je choisis ça, ça veut dire que
toutes les autres options sont mises de côté. Hein, donc, il y a tout ça qui se met, c'est inconscient. Hein, tout ça, c'est très inconscient. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je vous en parle, c'est pour que ça devienne un peu plus conscient. Et c'est de se dire qu'une fois qu'on a listé toutes ces solutions, toutes ces options, ce que je vous propose, c'est d'en choisir une ou plusieurs, mais en tout cas de choisir, déjà de commencer par une, c'est pas mal, hein, mais peut-être plusieurs, parce qu'on parle de plan d'action, des options que vous allez mettre en place, que vous choisissez. Je fais un choix, je choisis ces options et j'agis pour les mettre en place, pour avancer, pour que ces options aboutissent. Et donc là, j'ai fait un choix. Et de toujours, évidemment, là, je ne l'ai pas mis là-dedans, mais parce que la conscience de soi émotionnel est toujours dans cette histoire. Hein. Je vous le dis depuis 5 jours maintenant, c'est le point de départ, c'est comment je me sens, quelles sont mes émotions, pourquoi là j'ai peur. Et la peur est le frein à la prise de décision. Donc, juste d'en avoir conscience. Si vous attendez de ne pas avoir peur pour prendre une décision, vous ne prendrez jamais de décision parce que vous aurez toujours peur. La peur est là, elle existe et elle sera toujours là. Maintenant, c'est qu'est-ce que je fais de cette peur? Est-ce que j'y vais quand même? Est-ce que j'agis ou pas, hein? Ou est-ce que je la laisse me bloquer, me paralyser? Et ça, c'est un choix, d'où l'indécision est une décision. C'est un choix que je vous invite à faire. En tout cas, en toute conscience. Donc, je choisis des options, je les mets en place et je vais jusqu'au bout. Et donc, du coup, je les assume. J'assume ces décisions et je crois que lorsque on prend des décisions, quel que soit finalement le résultat, enfin, je peux d'ailleurs être déçue du résultat, mais en tout cas, je ne serai pas déçue du fait que j'ai pris une décision. Donc, je vous invite à découvrir ce monde de la prise de décision qui demande du courage. C'est être courageux que de prendre une décision, c'est être courageux que d'aller jusqu'au bout de cette décision et c'est être courageux d'assumer sa décision. Donc voilà la présentation sur la prise de décision, je vous enverrai ça et puis je vous invite évidemment à le faire le plus possible. Alors, à vous. Alors, j'ai complètement perdu le... Ah voilà, ça y est, je vous ai retrouvé. Donc, je vois que des questions sont déjà arrivées. Je vais vous, comme d'habitude, vous demander de partager, de poser vos questions, de peut-être parler de cette idée de je ne fais pas de choix et pourquoi je ne fais pas de choix. Quelle est la peur qu'il y a derrière? Enfin voilà, on peut partager là-dessus et parce qu'évidemment, on est tous des êtres humains et il y a tous des moments où c'est plus difficile. Et d'ailleurs, c'est intéressant de comprendre pourquoi dans certaines situations, c'est plus difficile. Qu'est-ce qui me touche autant? Par exemple, qu'est-ce qui me bloque? Pourquoi là, dans cette situation, je me retrouve dans cette paralysie? Et alors que dans d'autres situations, je suis capable de prendre des décisions. Eh bien, si c'est le cas, c'est de bien comprendre quelle est la différence entre les deux situations. Qu'est-ce qui fait que là, je suis paralysée et dans cette situation-là, j'y arrive. Quelle est la différence? Quelle est l'émotion différente? À quel point qu'est-ce que ça touche en fait en moi pour que j'y arrive ou j'y arrive pas? Que peut-on faire pour la dernière étape quand je suis bloquée au moment de passer à l'action? Donc, ça veut dire capacité à trouver différentes options, différentes solutions, mais l'incapacité à agir, à passer à l'action. Donc là, on est vraiment sur la compétence résolution de problème, hein, puisque c'est celle des trois qui permet d'être dans cette action. Alors, la question que je peux vous poser là, c'est quel est le risque en fait? Puisque je vous ai dit que ce qui bloquait l'action, c'était la peur. Bon, jusque-là, tout va bien, je veux dire, parce que même ceux qui prennent des décisions et qui passent à l'action ont des peurs, hein, comme tout le monde. La seule différence, c'est qu'ils passent quand même à l'action. Alors, quelle est la différence? Pourquoi? Quel est le risque? Peut-être d'évaluer le risque. Vous pouvez réfléchir, tiens, si je prenais cette décision
et que j'allais jusqu'au bout et que je passais à l'action, ben, quel est le danger? Hein, rappelez-vous, qu'est-ce qui fait que je ne passe pas à l'action? Donc, ça veut dire que je suis paralysée. Donc, ça veut dire que je suis dans ce système de réaction instinctive face au danger. Donc, peut-être que d'évaluer finalement le danger permet de soit réaliser qu'il n'y a pas vraiment de danger et peut-être alors de pouvoir passer à l'action, ou soit d'identifier qu'il y a peut-être un réel danger. Et dans ces cas-là, peut-être que la résolution de problème, elle se situe à un autre niveau, c'est-à-dire au niveau du danger possible, et donc de revenir peut-être au point de départ. Et peut-être que si je ne passe pas à l'action, c'est peut-être que le problème aussi n'a pas été très bien identifié au départ. Hein, donc ça peut valoir le coup de revoir tout le système et d'identifier vraiment qu'est-ce qui bloque l'action. Un conflit de valeurs peut entraîner la non-décision. Un conflit de valeurs peut entraîner la non-décision. Alors, j'essaie de comprendre. Donc, un conflit de valeurs, j'imagine, par rapport à mes valeurs. Donc, sous-entendu, si mes valeurs sont touchées, alors, du coup, je ne prends pas de décision, ce qui reviendrait, selon moi, un peu au système instinctif, impulsif de finalement l'émotion. Plus la valeur est touchée, plus les valeurs sont touchées, plus l'émotion va être forte, plus elle va donc me bloquer en effet dans ma prise de décision. Mais dans la prise de décision, un conflit de valeurs peut justement entraîner une décision. Je peux dire la même chose, pas le contraire pour le coup. Je peux dire un conflit de valeurs, bah, du coup, pourrait entraîner une décision. Et c'est intéressant de le voir comme ça parce que j'ai commencé par vous dire que l'indécision était une décision. Donc, si je ressens un conflit de valeurs et que c'est vraiment important pour moi et que je me sens vraiment pas à l'aise avec ça, etc., bah, dans ces cas-là, plutôt que de ne pas prendre de décision, pourquoi je ne prendrais pas une décision? Et si je prenais une décision, bah, quelle serait cette décision? Donc, c'est vraiment de toujours se poser cette question finalement. Quand on a plusieurs options, comment juger laquelle est la meilleure solution? Alors déjà, ce qui est intéressant dans cette question, c'est la meilleure solution. C'est un peu la même chose que lorsque j'ai des coachés qui me disent qu'ils voudraient être parfaits. Qu'est-ce que ça veut dire être parfait? Qu'est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce que c'est la meilleure solution pour moi? Est-ce que c'est la meilleure solution pour l'autre? Est-ce que c'est la meilleure solution pour l'entreprise, par exemple, dans le cas où on est dans un cadre professionnel? Est-ce que c'est la meilleure solution pour ma famille? Donc, ça veut dire quoi la meilleure solution? Mais ça, c'est une question vraiment importante à se poser parce que ça peut être la meilleure solution pour moi, mais pas pour l'autre, et vice-versa. Et donc, à partir de là, c'est encore une fois revenir sur le problème. Quel est le problème? Et quel est l'objectif que je souhaite atteindre? Et en fait, c'est ça. C'est à partir de là, il n'y a pas de meilleure solution. Il y a des solutions et il y a une solution ou des solutions que je choisis parce que c'est les solutions qui me semblent les plus efficaces pour atteindre l'objectif. Donc, vous voyez, c'est pas dans le sens mieux, bien, mal, mieux, moins bien. C'est dans le sens la plus efficace par rapport à l'objectif que je souhaite atteindre. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que la solution que je vais choisir aujourd'hui, c'est peut-être la plus efficace et peut-être que dans une semaine ou dans un mois, ça serait une autre, dans un contexte différent. Donc, c'est toujours de se poser la question, quelle est la solution qui me semble la plus efficace par rapport à toute cette analyse très objective et émotionnelle que j'ai faite de la situation. À partir de là, je fais un choix et je me sens bien parce que j'ai fait le choix, mais pas parce que c'est la meilleure solution. Si j'attends de prendre la meilleure solution, c'est dans ces cas-là que je n'en prendrai pas. Parce qu'en effet, j'aurai toujours le risque que ce ne soit pas la meilleure solution ou que l'option que je n'ai pas choisie s'avère en fait être une meilleure option que celle que j'ai choisie. Donc, je ne choisis pas, comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. Et c'est ce qui se passe inconsciemment chez beaucoup de personnes. C'est pour ça que je vous fais cette présentation, pour être plus conscient du mécanisme.
Santiago qui dit: cette histoire de conflit de valeurs, c'est aussi un problème de choix de valeurs, de hiérarchisation. Qu'est-ce qui est important pour moi ou le plus important pour moi? Oui, c'est ce qui fait sens pour moi, ça c'est la réalisation de soi. Évidemment, si je me retrouve dans une situation où vraiment je ne suis pas en phase, où ça heurte mes valeurs, alors en effet, je peux me poser la question de quelle décision je prends par rapport à ça. Et c'est pas forcément partir, hein, parce que je vous vois venir, parce que ça serait la fuite. Alors, ça, je ne dis pas non plus qu'il faut jamais partir, pas du tout, hein. Parfois, c'est la bonne décision, mais pas toujours. C'est-à-dire que je peux aussi comprendre que la personne en face de moi n'a pas les mêmes valeurs et je peux aussi accepter que nous n'ayons pas les mêmes valeurs. Et je peux aussi peut-être vivre avec, enfin vivre même dans le cadre professionnel, hein, je peux composer avec quelqu'un qui a des valeurs différentes des miennes. Mais c'est exactement ce que vous dites, Santiago, c'est voilà, quelle est l'importance, à quel point ça me touche, à quel point comment je le vis. Et si je ne le vis pas bien et que je ne dors pas la nuit et que ça me pose un vrai problème de conscience, dans ces cas-là, en effet, j'ai l'impression en tout cas que c'est un vrai problème. Et donc, ça vaut le coup, du coup, de résoudre le problème, mais de trouver la meilleure façon pour le faire. Et partir, fuir, c'est pas toujours la meilleure solution. Un collègue sans hiérarchie dit toujours: on doit faire ceci, on doit faire cela, et invite toujours l'autre à agir. État de fuite, comment le faire réagir, fight, et qu'elle soit plus dans l'action? Alors, je relis la question. Un collègue dit toujours et invite toujours l'autre à agir. État de fuite. Est-ce que vous voulez dire que l'autre, en fait, vous pousse à fuir? C'est un peu comme ça que je comprends la question. Et dans ces cas-là, comment faire en sorte qu'elle soit plus dans la résolution de problème elle-même? Je suis pas sûre de... Voilà, c'est ça. Ok, merci. Alors, ce que je dis depuis les débuts, c'est que malheureusement, on ne peut pas changer l'autre et qu'on peut changer uniquement enfin, en tout cas, on peut agir uniquement sur son intelligence émotionnelle. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, déjà la première étape qui me semble indispensable, c'est d'exprimer à l'autre ce qu'on ressent par rapport à son fonctionnement ou lorsqu'elle dit, elle s'exprime de cette façon-là, quel effet ça vous fait. Parce que peut-être qu'elle n'en a même pas conscience, hein. Et là, je vous entends d'ici, je suis sûre que vous dites, mais si, je suis sûre qu'elle le sait. Ben, peut-être pas, vraiment. C'est peut-être pas du tout conscient. Alors, c'est peut-être le cas, mais peut-être pas. Donc déjà, de dire les choses, d'exprimer les choses, ça permet tout du moins de s'assurer, voilà, que l'autre sache bien comment vous vous sentez par rapport à ça. Et alors, quand vous dites « elle me pousse à fuir », ça, c'est intéressant parce que la personne en face a son comportement, ok, elle est responsable de son comportement, de ce qu'elle fait. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé de fuir. Et vous prenez la décision de fuir, alors inconsciemment, hein, bien sûr. Mais justement, ce que je vous propose là, c'est de ne pas fuir, de ne pas être dans le fight non plus, mais être dans un processus de résolution de problème en partant du problème. Et là, en l'occurrence, ce que je vois, c'est que le problème vient du fonctionnement de la communication. Et une co-construction de résolution de problème par rapport là, par exemple, à la communication, ça ne peut pas se faire sans déjà en parler et exprimer que vraiment c'est difficile pour vous, que c'est compliqué et que c'est important pour vous que vous arriviez à trouver un fonctionnement plus sain, plus serein, plus efficace et pourquoi pas de lui proposer aussi, en effet, de proposer des solutions par rapport à ce problème. Mais n'oubliez pas qu'on est toujours responsable de notre comportement. L'autre, on va toujours dire que c'est l'autre qui nous a poussé à, mais, et je vous en ai parlé, je vous invite à lire Les 4 accords Toltec, qui est vraiment un livre très puissant pour ça, c'est de se rendre compte que l'autre est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il dit,
de ses comportements. Alors évidemment que moi, en étant en interaction avec lui, je peux ressentir des émotions évidemment fortes et je peux avoir des réactions fortes, mais je peux aussi ne pas les avoir. Et si je n'ai pas la réaction que l'autre s'attend inconsciemment à ce que j'ai, bah ça peut aussi avoir un résultat assez fort parce que je ne suis pas tombée dans le piège et donc on peut passer finalement à un autre fonctionnement. Alors tout ça, évidemment, je vous dis ça, c'est pas toujours évident, hein, je le sais très bien, hein, mais en tout cas, vous pouvez commencer à réfléchir comme ça. Alors, le fait de prendre une décision fait se sentir mal car la décision est bonne pour moi et pas pour l'autre ou inversement. C'est sûr, on ne prend pas toujours oui, alors on peut faire en sorte de prendre des décisions, je vous l'ai dit tout à l'heure, si on attend de prendre une décision qui va convenir à tout le monde, imaginez bien dans une équipe de 10 personnes, c'est impossible, hein, c'est impossible. Maintenant, l'idée de la co-construction de solutions, évidemment, c'est la meilleure solution pour le coup, parce que chacun va pouvoir participer et s'impliquer et peut-être même mieux comprendre pourquoi telle et telle décision est prise. Oui, il arrive dans la vie qu'on prenne des décisions qui nous conviennent plus à nous qu'à l'autre. Et des fois, on va prendre une décision qui convient mieux à l'autre qu'à soi. Et est-ce que finalement, on se sent mal, on ne se sent pas toujours mal par rapport à ça? Si on se sent mal, c'est peut-être que ce n'était pas la meilleure décision. La meilleure décision dans le sens la plus efficace, hein. Je reviens sur ce terme-là. Dans le cadre professionnel, il y a la matrice de prise de décision. Ah bah ça, Guillaume, il faudrait en dire plus du coup. Peux-tu creuser la peur de renoncer, de passer à côté de quelque chose? Un lien à faire avec d'autres compétences ou bien c'est vraiment juste l'histoire personnelle? On peut le relier, la peur de renoncer, on peut évidemment la relier à d'autres compétences. Il y a certainement quelque chose au niveau de l'optimisme. Il y a quelque chose certainement au niveau de l'amour-propre. Voilà, comme ça, je réfléchis en même temps, hein, je réfléchis à voix haute. Mais c'est sûr que les personnes qui ont une résolution de problème très basse, quand on parle vraiment avec ces personnes, on se rend compte qu'il y a, au-delà de je ne suis pas capable de prendre une décision, il y a vraiment cette idée de un peu ce qu'une personne disait tout à l'heure, c'est la peur finalement de ne pas prendre la bonne décision. Et cette peur de ne pas prendre la bonne décision, en fait, ça veut dire aussi la peur de mettre de côté du coup, parce que faire un choix, encore une fois, ça enlève les autres possibilités, hein, en tout cas pendant un temps. Donc, tout ça, c'est relié. Tout ça, c'est relié. Après, à savoir vraiment de comprendre d'où ça vient, ça, évidemment, bon, ça fait partie de notre métier de coach dans le questionnement et dans toute l'approche qu'on va faire. C'est pas comme ça, c'est pas si évident de savoir d'où ça vient, à quoi est liée cette peur. Est-ce que c'est l'amour-propre? Est-ce que c'est la peur de ne pas être aimé par les autres? Voilà, il y a plein de critères qui peuvent rentrer en compte. Mais en tout cas, là, juste pour cette introduction d'aujourd'hui, je pense que déjà d'en avoir conscience et de se poser cette question quand on a un choix à faire et de se dire si je fais ce choix, je renonce à quoi? Et est-ce que je suis prête à renoncer à ça? C'est un peu la même idée que les avantages et les inconvénients, hein. Il y a toujours des avantages et il y a toujours des inconvénients. Toujours, quelle que soit la décision, toujours. Donc, à un moment, je prends cette décision parce qu'il me semble en tout cas qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Pour moi, pour les autres, ou pour moi et pas pour les autres, ou pour les autres et pas pour moi. Mais en tout cas, si je fais un choix, c'est qu'à priori, à un moment, il me semble que j'y gagne plus que ce que j'y perds. Donc, tout ça, c'est dans la même idée. Donc, vraiment, à chaque fois que vous avez une décision à prendre, posez-vous la question, quel est l'avantage pour moi? Quel est l'inconvénient? Quel est l'avantage pour les autres? Quel est l'inconvénient pour les autres? Et là, vous avez quand même un bon état des lieux. Et après,
L'étape d'après, c'est « et maintenant, je fais un choix et je l'assume. Et je l'assume. Même si ce n'est pas le choix qui est le meilleur pour les autres, je l'assume. » Donc, ça veut dire que je suis alignée avec mon choix. C'est ça, assumer. Le fait de prendre une décision fait se sentir mal, car la décision est bonne. Ah oui, ça, je l'ai déjà lu, pardon, excusez-moi. Voilà, je crois que j'ai fait le... Ah non, il y en a encore ici. Il y a des questions qui arrivent de partout. Un choix, c'est renoncer. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que si je ne fais pas choix, je ne renonce pas. Donc, je reste dans cette idée de non-choix et de non-renoncement. Ça va ensemble, en effet. Comment réduire cette peur de prendre des décisions ? Déjà, ça rejoint un peu la question d'Héloïse, c'est vraiment de bien comprendre de quoi j'ai peur, quel est le danger, quel est le risque, de bien évaluer, de bien analyser la situation, d'où le sens de la réalité. C'est toujours la même chose, hein. Là, on parle de la prise de décision, mais c'est la même chose pour la réalisation de soi, c'est la même chose pour tout, l'amour-propre. Il y a toujours, à partir du moment où quelque chose n'est pas très fluide ou efficace, il y a toujours une peur derrière. Et lorsque on veut agir, lorsqu'on veut se développer, lorsqu'on veut en tout cas changer un comportement ou développer son intelligence émotionnelle, on est obligé d'aller voir cette peur, de bien la comprendre et encore une fois, surtout ne pas s'attendre à ce qu'elle disparaisse. Parce qu'elle ne disparaîtra pas, elle est là. Et elle est là pour de bonnes raisons, elle me donne des informations. Alors, plutôt que de la voir comme un frein, je vous propose de regarder la peur, je vous ai parlé hier du copilote, comme un copilote qui vous donne une information et qui vous permet de trouver des solutions adaptées en prenant en considération cette peur. Si par exemple vous pensez aux acteurs de théâtre ou les personnes qui font des one-man shows, ils n'ont pas peur, ils ont peur, mais ils y vont quand même. Ils prennent la décision de faire un spectacle devant des milliers de personnes. Donc, il y a bien quelque chose qui va au-delà de la peur, mais la peur, elle est bien là. Donc, mais elle n'est pas bloquante. Et il y a des personnes qui ont tellement peur qu'ils n'y vont pas. Et quelle est la différence ? C'est ça c'est à chacun individuellement qui va expliquer comment il fait, comment dire, il vit avec cette peur, en fait. Mais si vous attendez de ne plus avoir peur, vous ne prendrez pas de décision, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres échanges ? Bon, on arrive à la fin. Donc voilà pourquoi en fait j'ai voulu terminer avec la prise de décision, parce que vraiment tout ce qu'on a vu, donc que ce soit la conscience de soi, la perception de soi, pardon, que ce soit l'autre, la relation, que ce soit la gestion du stress, tout ça en fait est relié toujours à la prise de décision, parce que je vous le redis, émotion, décision, action. Rappelez-vous, j'ai commencé par vous montrer que ce qu'il y avait en haut, la partie visible, c'était le comportement et la parole, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Hein. Et donc, les décisions que je prends, toutes les décisions, même inconscientes, parce que sachez qu'on prend des décisions inconsciemment, en fait, tout le temps. Et donc, le fait de ne pas prendre de décision étant une décision, c'est une décision. Donc, tout ça, c'est inconscient. Mais plus on va prendre des décisions en conscience et se sentir aligné avec ça et assumer ces décisions, plus ce qu'on va faire va correspondre évidemment à ces décisions, et plus ce que les autres vont voir finalement va correspondre à qui je suis, et vraiment dans cette notion d'assumer. Encore une fois, si la décision que je prends ne vous convient pas, j'en suis navrée, hein, mais par contre, c'est la décision qui m'a semblé la plus efficace. Hein, c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, le cursus est terminé. Vous pouvez évidemment revoir ces webinaires, c'est enregistré sur le site. Je vous envoie, comme d'habitude, les supports, etc. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous savez qu'il y a une formation plus complète à distance pour aller plus loin sur le développement de l'intelligence émotionnelle.
Donc là, le premier groupe est complet, mais je vais créer un deuxième groupe dans courant mai. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et puis, je vous remercie vraiment à tous parce que je sais qu'il y a des personnes qui étaient là à chaque fois. Donc, ça me touche parce que si a priori, si vous revenez, ça veut dire que ça vous intéresse. Donc, tant mieux. J'espère aussi que ça vous apporte parce que c'est quand même ça le but. Et que vous compreniez mieux en fait cette histoire d'intelligence émotionnelle et surtout comment vous pouvez développer cette intelligence-là qu'on a tous, je vous le répète, on en a tous une et ce que je vous propose c'est vraiment de vous entraîner chaque jour pour muscler votre intelligence émotionnelle. Donc je vois des personnes qui parlent de la formation. Dites-moi par mail, s'il vous plaît, que vous êtes intéressé et puis je vous enverrai toutes les infos sur la formation. Je vous souhaite un très bon week-end confiné, un de plus. Et puis, je vous dis à bientôt. J'espère qu'on se recroisera et qu'on se verra. Selon la durée du confinement, je vous proposerai d'autres webinaires. J'ai plein de sujets qui me viennent et entre autres un vraiment spécifiquement sur les émotions et un aussi sur l'inconnu. Voilà, c'est des sujets comme ça qui me semblent intéressants d'aborder au niveau de l'intelligence émotionnelle. Merci à tous, bonne soirée, au revoir.